Il est 19h à Koutchala, 19h à Ségou, même heure dans la commune de Sonko-Doubakoré. Bienvenue dans cette édition d'information de Nyata TV. Voici les titres. Le président de la Guinée, le colonel Mamadou Doumbia, a reçu une forte délégation malienne afin d'échanger sur les moyens pour l'approvisionnement correct du pays en cette période de crise. Dans cette édition, le directeur de la Direction générale du commerce et de la consommation évoquera les raisons de flambée des prix du gaz et du ciment. Au Sénégal, la société civile se prépare pour les élections municipales. C'est au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le gouvernement a présenté des condoléances à la famille de l'ancien président, l'ancien chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il est décédé à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est prononcé au micro de nos confrères de l'ORTM. Le président de la transition, le gouvernement ont décidé de nous rendre auprès de la famille pour présenter nos condoléances, présenter la compassion au nom de toute la nation et prier pour le repos de l'âme du défunt. Et aussi saluer la famille. Nous sommes aussi venus pour échanger avec la famille sur l'organisation des funérailles. Nous souhaitons que cette perte cruelle soit un événement si douloureux, puisse être aussi le point de départ du retour définitif de la paix qui certainement fait partie des soucis du défunt. Il faut retenir surtout le fait qu'il a été quand même le chef de l'État du Mali. Il a été un moment l'homme qui portait les espoirs du peuple malien. Ça, c'est indiscutable. Une forte délégation malienne est arrivée à Conakry, dans la capitale guinéenne, afin de définir les voies et moyens pour l'approvisionnement correct de l'autre pays en produits de première nécessité en cette période de crise. À la tête de la délégation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Abdoulaye Diop. Il était accompagné de plusieurs ministres, des membres du Conseil national de la transition, des opérateurs économiques, dont le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssoufou Bathily. La délégation malienne a été reçue avec tous les honneurs à son arrivée au palais Mohamed V par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia. Le dirigeant guinéen s'est dit très heureux d'accueillir ces hôtes du Mali qui, avec la Guinée, ne font qu'un seul. Nous vous invitons à suivre le reportage de la RTG sur la visite. Lundi 18 janvier 2022, aux environs de 9h40, la délégation malienne est accueillie par les membres du CNRD en présence de la représentation diplomatique du Mali à Conakry et des membres du Haut Conseil des Maliens en Guinée. Cette délégation malienne est forte de 5 ministres, des membres du Conseil national de la transition, des responsables du Conseil malien des chargeurs et des opérateurs économiques. En ce jour, lendemain de la disparition de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le chef d'état-major général des armées
a au nom du président de la transition guinéenne souhaité la bienvenue aux émissaires du peuple et du gouvernement malien. Mais avant tout, il m'a chargé à son nom, dès votre arrivée, vraiment de transmettre ses condoléances suite à la perte que nous avons tous eue hier en la personne de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Que le Tout-Puissant accueille son âme dans son paradis éternel. Et en Guinée ici, nous nous souvenons toujours de la période d'Ebola où toutes les frontières s'étaient fermées. Le Mali a refusé de ne jamais fermer ses frontières à la Guinée. Et c'était sous son leadership. Donc pour cela, dès l'annonce de son décès hier, tout le monde en Guinée quand même est affligé. Au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, exprimer vraiment toute notre appréciation et toute notre joie et notre honneur d'être accueillis ici aujourd'hui à Conakry, chez nous, par le CNRD, mais aussi par la Guinée, pour pouvoir porter un message d'amitié, de fraternité, de solidarité agissante entre nos deux pays. Nous mesurons la portée de notre accueil par le CNRD, et cela nous va droit au cœur, mais nous ne sommes pas surpris, vu la qualité des relations très anciennes qui ont toujours existé entre nos deux pays. Et je voudrais aussi apprécier les mots de condoléances que vous avez adressés au Mali, au chef de l'État et au peuple malien suite à la perte de l'homme d'État que fut Ibrahim Boubacar Keïta. Donc nous arrivons vraiment avec cet état d'esprit de fraternité et de solidarité, en rappelant que, comme un de nos anciens l'ont indiqué, la Guinée et le Mali restent les deux poumons d'un même corps. Au palais Mohamed V de Conakry, c'est le président de la transition qui a donné le coup d'envoi des consultations entre Maliens et Guinéens. Suite à la disparition de l'ancien président du Mali, Ibeka, le chef de l'État a tout d'abord demandé d'observer une minute de silence en la mémoire de l'homme qui a refusé de fermer les frontières du Mali à la Guinée en pleine période de l'épidémie d'Ebola. En s'inscrivant dans la logique de l'histoire et de la vision des différents dirigeants des deux pays, colonel Mamadi Doumbouya a réitéré à ses émissaires de Bamako la détermination de la Guinée à œuvrer pour une coopération fraternelle et bénéfique pour les deux peuples. Le président de la transition a aussi invité les deux commissions à travailler efficacement sur des approches réalistes pour des échanges véritables entre Conakry et Bamako dans plusieurs domaines. Par la suite, des commissions mixtes composées des chefs des départements sectoriels du Mali et de la Guinée ont exploré les possibilités de renforcement de coopération entre les deux pays. Les secteurs de l'énergie, de la diplomatie et de la coopération, du transport, de la sécurité et de la défense, de l'administration territoriale ainsi que les échanges commerciaux ont été entre autres sujets d'échange entre Maliens et Guinéens. La nouvelle donne plaide en faveur d'un accroissement des importations du Mali à partir de Conakry, port le plus proche de Bamako de toutes les capitales côtières ouest-africaines. Effectivement, nous sommes en Guinée pour l'exploration des opportunités, des avantages comparatifs que la Guinée a par rapport aux autres pays de la CEDEAO. À la date d'aujourd'hui, 70% du trafic du Mali passe par Sénégal, 20% passe par la Côte d'Ivoire, d'autres 10% est partagé entre les 5 pays, la Mauritanie, la Guinée, le Ghana, le Togo et le Bénin. Vous êtes entre 2 ou 3% du trafic malien, mais que nous souhaitons amener autour de 15 voire 20% dans les jours à venir. Les chiffres d'affaires que je connais, que je peux annoncer, c'est les échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal, qui tournent autour de 700 milliards CFA par an. Pour la Guinée, comme je disais, ils sont à 3%. C'est pas aussi quand même mal, mais c'est quelques milliards CFA. Mais qu'on peut renverser très rapidement si nous mettons vraiment des actions en place pour vraiment renforcer les infrastructures qui soutiennent les activités économiques,
et les trafics, une grande partie bascule sur cette corridor. Avant le communiqué final, la délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a visité les installations du port autonome de Conakry. Il a été question de s'informer de la capacité de stockage du port à conteneurs et de la performance des installations du port de Conakry qui doit répondre aux nouvelles demandes d'importation du Mali. Le Mali observe depuis un certain temps une pénurie de gaz au butane et une flambée du prix de ciment. Bien que subventionné par l'État, le prix du gaz au butane est en hausse. Le ciment vendu habituellement à 95 000 francs CFA la tonne. Aujourd'hui, il est cédé jusqu'à 110 000 francs CFA la tonne. Quelles sont les causes de cette hausse? Les détails avec le directeur de la Direction générale du commerce et de la consommation et de concurrence. Il est au micro d'Aïssata Maïga sur les images de Ladji Mamadou Traoré. Depuis un certain temps, le prix du ciment a pris de l'ascenseur dans notre pays. Selon le directeur de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, cette hausse serait due à une panne dans l'usine de fabrication du ciment. Le prix du ciment connaît une hausse bien avant l'embargo qui subit notre pays. Chaque jour, le Mali a besoin de 10 000 tonnes de ciment. 5 000 tonnes de ciment sont produites ici au Mali. Une matière des usines de ciment appelée Astro est en panne, ce qui a opéré cette flambée. Toujours selon le directeur de la DGCC, la deuxième cause de cette flambée du prix du ciment serait due à notre dépendance à l'importation. En effet, le Mali se fournit également en ciment à partir du Sénégal. Mais actuellement, avec l'embargo, les commerçants maliens seront redirigés vers d'autres pays. La deuxième cause est qu'une partie du ciment vient du Sénégal. Bien avant l'embargo, les stocks disponibles n'étaient pas assez. Pour faire face à cette situation, les commerçants seront redirigés vers la Guinée, l'Algérie et la Mauritanie. Quant à la pénurie du gaz butane, celle-ci serait un problème mondial car la pandémie de Covid-19 a impacté fortement sur la production du gaz. Le problème du gaz est survenu bien avant l'embargo. C'est le prix fournisseur qui augmente. Le problème du gaz est au niveau mondial. Même en Europe, le gaz connaît une hausse. Nous sommes en train de chercher une solution avec d'autres pays pour fournir le pays en gaz. Des dispositions sont prises par l'État malien pour faire face à cette situation, raison pour laquelle un appel a été lancé. En cette période de crise, nous demandons à la population malienne de comprendre la situation qui sera juste passagère. Le gaz et le ciment occupent une place importante dans la vie quotidienne. Espérons que très bientôt, leurs prix reviendront à la norme. Les sanctions économiques et financières continuent de faire couler beaucoup de salive. C'est au tour du M5 RFP Diaspora de dénoncer ces sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA. Le président Brahima Nabi Niamele se prononce sur les sanctions au micro de Amadou Niamele. Vous savez, quand vous prenez les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA, d'abord l'UEMOA n'avait pas sa raison d'être même à la réunion. C'était une réunion qui était convoquée par la CEDEAO, l'ECOWAS. Donc, mais parce que pour des velléités politiques, ils ont invité l'UEMOA pour pouvoir essayer de mettre un peu de pression sur le plan monétaire. Mais ce que je voudrais vous dire, quand on prend toutes les causes que la CEDEAO a énumérées, il y a un point seulement qui a attiré mon attention. Ça, c'est le point 11. Quand il parle de la non-dit de vérité par le gouvernement malien en ce qui concerne une société privée de sécurité, cela veut dire que toutes ces sanctions-là, on l'a pris à cause seulement de mots Wagner. Quand le gouvernement malien dit nous traitons directement avec l'État russe. Mais il y a beaucoup de pays aujourd'hui, même dans la CEDEAO. Ils doivent savoir que le Mali et la Russie ont une relation de longue date depuis la création du Mali, depuis 1960. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la France pourra le stopper
parce que pour dire que parce que la France est venue au Mali en 2013. Quelqu'un qui a travaillé avec toi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et quelqu'un qui est venu à partir de 2013, et que tu as vu déjà beaucoup de défauts entre 2013 et maintenant, est-ce que vous allez laisser votre partenaire de 1960 à cause de telle personne? Donc moi je pense honnêtement que ce problème de sanctions, tout ça, la CEDEAO a été manipulée et elle est manipulée toujours par la France. Parce que, pourquoi le point 11? Est-ce que le Mali n'a pas le droit de négocier et de discuter de sa sécurité avec les pays qu'il veut? Est-ce que le Mali, même si c'est une société privée, est-ce que le Mali n'a-t-il pas le droit, si la société privée, si il s'agit de la sécurisation de son peuple, et que c'est une société privée qui peut le faire, est-ce que le Mali n'a pas le droit de le faire? Alors pourquoi des voisins du Mali pensent que ça c'est une manière de déstabiliser les pays et déstabiliser le Mali? Je lance un appel à l'union sacrée. L'union et le travail. Personne ne sera libre sans travail. Personne au monde n'est libre sans travail. Tous les pays développés que nous parlons, c'est le sacrifice que les gens ont accepté de faire. Maintenant, l'histoire retiendra aux Maliens. Si nous sommes unis et solidaires des uns des autres, et que nous franchissons cette étape-là, pour faire de notre pays un pays libre, alors l'histoire retiendra du Mali, l'un des premiers pays de l'Afrique à pousser à l'indépendance totale de l'Afrique. Ça c'est un. Deux, ça permettra aux Maliens futurs qui vont venir 20 ans, 100 ans après, pour savoir qu'il y avait des hommes et des femmes au Mali en 2021-2022 qui ont tout sacrifié pour que eux, ils peuvent prendre des vacances, aller en France pour 1 mois, mais pas aller en exil, mais juste prendre des vacances pour retourner au Mali, parce qu'on doit laisser un pays à bon vivre pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est le plus important pour nous et dans nos yeux. Les autorités de transition ont demandé la révision des accords de défense qui lient le Mali à la France. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a officiellement demandé à la France la révision des accords de défense qui lient les deux pays le dimanche 16 janvier 2022. C'est dans ce cadre que nous avons passé à la loupe le contenu de cet accord. Suivons les commentaires. Les accords de défense entre la France et le Mali ont été signés à la suite du déclenchement de l'opération militaire française au Serval le 11 janvier 2013. Alors que des groupes terroristes venus du nord descendaient vers la capitale Bamako, le gouvernement malien avait fait appel à la France qui a déployé en urgence quelques 4000 soldats. Le partenariat sécuritaire entre la France et le Mali était jusqu'alors défini par un accord de coopération technique signé en 1985 qui prévoyait la possibilité d'envoyer des soldats français pour des missions de formation ou dans le cadre d'opérations encadrées par le commandement de l'armée malienne. Le nouveau pacte sécuritaire signé par échange de lettres en mars 2013 confère un statut juridique aux forces françaises pour faciliter leur intervention sur le sol malien. L'accord de 2013 est entériné le 16 juillet 2014 à Bamako lors de la visite du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian au président Ibrahim Boubacar Keïta. Claqué sur le modèle de traité déjà conclu entre le Mali et plusieurs de ses partenaires africains, cet accord vise à établir une coopération sécuritaire renforcée sur le long terme. Il prévoit de concourir à une paix et une sécurité durable, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et de lutte contre le terrorisme. Il permet également l'accès au territoire malien, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de l'État. Prévu pour une durée de 5 ans, ce traité est reconduit de manière tacite. Il est néanmoins précisé que les parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent traité, comme le demande aujourd'hui le gouvernement malien. Dans un entretien diffusé dimanche au 16 janvier à la télévision malienne, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a dit de cet accord: nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans l'accord de la France.
Depuis quelques mois, les autorités maliennes ont accusé au Paris d'ingérence dans les affaires du pays, alors qu'à Bamako, des dizaines de milliers de Maliens ont répondu vendredi à l'appel des autorités de la transition à dénoncer les sanctions drastiques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De son côté, l'armée française maintient que des accords sur la régulation du trafic aérien existent et qu'ils ont pour but d'éviter les collisions aériennes entre les avions militaires. Ce nouveau regain de tension entre Bamako et Paris intervient dans un contexte bien particulier alors que le pays a fermé ses frontières en représailles à l'embargo économique décrété le 9 janvier par la CEDEAO. Le Mali accuse la France qui soutient cette mesure d'avoir influencé la décision. Place à l'actualité internationale avec Soumou Yatara. Le Sénégal se prépare aux élections municipales et départementales de ce dimanche 23 janvier 2022. Les candidats sont en campagne et la société civile aussi se mobilise. L'association féminine qui regroupe une cinquantaine d'organisations féminines, elle a appelé ce lundi 18 janvier 2022 les acteurs à des élections apaisées. Après des incidents entre militants depuis le début de la campagne et un climat qualifié de délétère, la plateforme Espace de paix en Wolof appelle les acteurs politiques au sens de la responsabilité. La plateforme s'inquiète un peu de cette vérité des violences qui sont en train de se passer dans différentes localités. Depuis 2012, la plateforme a participé à toutes les élections présidentielles, législatives et locales avec la mise en place d'une salle de veille le jour J et la formation d'observatrices. Elles seront une soixantaine déployées dans toutes les régions ce dimanche. La plateforme qui se dit par ailleurs solidaire des femmes du Mali après les sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et appelle à des négociations pour trouver un consensus. L'ancien président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry ce lundi après-midi 17 janvier. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, l'a autorisé à aller suivre des soins médicaux à l'étranger pour des raisons humanitaires. Des sources concordantes. Alpha Condé a quitté Conakry à 14 h à bord d'un vol privé direction Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour suivre des soins médicaux. Après le coup d'État, l'ancien président avait d'abord été gardé au secret avant d'être placé en résidence surveillée dans la banlieue de Conakry. Sa sortie a été autorisée à une condition qu'il revienne à Conakry dans un mois. À Conakry, plusieurs organisations de la société civile souhaiteraient ardemment le voir répondre devant la justice. La semaine dernière, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry a instruit ses services d'ouverture des enquêtes sur les actes de violence commis entre 2010 et 2020. L'État des Afara dans le nord du Nigeria a rouvert une partie de ses écoles ce lundi, 4 mois après leur fermeture en raison d'enlèvement de masse par des gangs criminels, a annoncé le gouvernement local. Les écoles avaient été fermées en septembre à la suite de l'enlèvement de 80 élèves d'un établissement du secondaire dans le village de Kaya, le nord-ouest du Nigeria, et la cible d'une vague d'enlèvement de masse. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis des années les théâtres des gangs criminels appelés localement bandits qui attaquent les villages, volent les bétails, pillent et tuent les habitants. Les bandes criminelles ont graduellement orienté leur activité vers les enlèvements d'écoliers afin d'obtenir des rançons des parents. Des parents retrouvent des élèves libérés de l'école secondaire baptisée BT au Nigeria ce dimanche 25 juillet 2021. Au total, 115 écoles ont ouvert. Environ 1500 écoliers ont été kidnappés par ces bandes l'an dernier au cours des 20 enlèvements de masse dans la région et 16 élèves y ont perdu la vie selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. La Tunisie fait face à sa plus grande récession depuis 1956, avec un taux de chômage qui dépasse les 18% et une dette publique de près de 100% du PIB. Fin 2021, elle fait figure de mauvais élèves. En fin de mission, le représentant du FMI en Tunisie a estimé que la Tunisie doit mener des réformes très profondes. Point prioritaire pour lui, réformer la fonction publique qui représente 650 000 fonctionnaires qui absorbent
absorbe plus de la moitié des dépenses annuelles de l'État. Le président du Cercle des économistes arabes et professeur d'économie se questionne sur la manière d'engager une telle réforme. À la tête des prêteurs arabes, la Tunisie n'a reçu que peu de soutien financier, déplore l'économiste qui appelle à l'indulgence dans ce contexte du Covid-19. Pour lui, l'essentiel serait d'avoir un plan de relance adapté. Si la morosité économique est bien présente, la Tunisie dispose cependant de nombreux atouts, une croissance à plus de 3% et un capital humain et technologique important. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Niata TV.